Gratianopolis. Yvan Mazel, Rémi Juniron, l'émission sur la métropole grenobloise, Radio Campus Grenoble 90.8. Bonjour, bienvenue dans la première émission de Gratianopolis sur Campus Grenoble 90.8. Nous sommes deux jeunes chercheurs au regard averti et curieux sur l'espace et le territoire. Gratianopolis est une émission mensuelle d'information et de débat questionnant l'évolution de la métropole grenobloise. À travers le thème central de la métropole, nous verrons comment aujourd'hui on habite la cuvette grenobloise, comment se transforme la ville et avec quels acteurs, quelles relations entretiennent ville et montagne, ou encore quelles sont les perspectives d'évolution dans l'occupation du territoire de Grenoble. Pour cela, nous ouvrirons le débat en invitant des acteurs de la ville et nous l'alimenterons grâce à des extraits sonores, micro-trottoirs et papier. Pour cette première émission, nous parlerons de l'histoire de la métropole grenobloise. Nous essaierons tout du moins de retracer les dynamiques urbaines des 19e et 20e siècles par l'évocation des différentes phases de l'évolution de la ville. Mais avant tout, Yvan va nous expliquer pourquoi nous avons choisi d'appeler cette émission Gratianopolis. Gratianopolis est un des anciens noms de la ville de Grenoble. Fondée par le peuple gaulois des Allobroges, Grenoble s'est d'abord appelée Cularo dans les premiers siècles après Jésus-Christ, à l'époque gauloise puis gallo-romaine. Au cours du IVe siècle, elle prend le nom de Gratianopolis, en l'honneur de l'empereur romain Gratien et se dote d'un évêché. Le nom se déformera progressivement pour donner Graignovol au XIIIe siècle, puis Grenoble au XIVe siècle, avant d'adopter définitivement le nom de Grenoble au XVIe siècle. Louis XVIII, au début du XIXe, l'aurait même surnommé Grelibre pour son esprit frondeur. Cularo, Gratianopolis, Graignovol, Grelibre et finalement Grenoble. Mais quelles sont les prémices de cette ville ? Grenoble est une ville installée dans la plaine. C'est une ville de ponts et de passerelles. Elle s'est implantée à l'embouchure de deux cours d'eau, que sont le Drac et l'Isère, contre le massif de la Chartreuse au nord, au milieu des massifs subalpins de Beldon à l'est et du Vercors à l'ouest. Les Romains sont les premiers à avoir construit un pont en dur sur l'Isère pour faire passer leurs troupes. Ce lieu de passage est dès lors devenu aussi un lieu de contrôle où étaient perçues les taxes sur le transport des marchandises. Le franchissement des rivières a été au cours des siècles un défi pour les habitants de la région, qui devaient faire face au risque naturel de montée des eaux. La traversée pour rejoindre les deux rives s'est d'ailleurs longtemps effectuée par embarcation. Près de 150 inondations graves ont marqué l'histoire de Grenoble. Celle de 1219 a été la plus meurtrière et a ravagé la ville. Durant des siècles, le pont Saint-Laurent était d'ailleurs le seul moyen de traverser l'Isère pour rejoindre la route reliant Lyon à la Savoie qui se trouvait sur la rive droite de la rivière. Ce n'est qu'au XVIIe siècle, sous l'impulsion de Lesdiguières, qu'est construit un deuxième pont. Celui-ci accélère également les travaux de l'endiguement du Drac, commencés au XVe et qui se prolongeront jusqu'au XVIIIe et qui permettront l'extension de la ville dans la plaine. C'est finalement au XIXe siècle que sont construits les principaux ponts et particulièrement les derniers ponts métalliques sur le Drac et l'Isère. Une ville de plaine et de montagne, cité gallo-romaine puis principale escale entre la France et la Savoie, qui est passée successivement entre les mains françaises et italiennes. Grenoble n'est-elle pas aussi au centre d'enjeux géopolitiques ? C'est vrai, l'histoire de Grenoble est liée à sa proximité avec des frontières, ce qui en fait une ville de garnison. Dans les premiers siècles après Jésus-Christ, à l'époque romaine déjà, un rempart enserrait la ville et des troupes militaires y séjournaient. De cette époque, le cœur du centre-ville garde ses rues étroites au tracé irrégulier. Elle s'étendait alors seulement sur 9 hectares, entourée par une enceinte. À ce propos, on retrouve de petites pastilles en métal avec l'inscription Cularo sur les trottoirs de notre centre-ville. Au Moyen-Âge, l'enceinte s'agrandit environ de moitié. La ville se développe désormais sur l'autre rive de l'Isère. Le quartier Saint-Laurent est né. C'est à cette période que Grenoble devient capitale du Dauphiné. Province à la frontière des empires et des royaumes, elle est toujours une ville de passage depuis Lyon ou Vienne pour rejoindre les duchés de Savoie ou la République de Gênes. Au début du XVIIe siècle, Lesdiguières, chef des protestants, vainqueur des guerres de religion dans le Dauphiné, arrive au pouvoir et met en place l'agrandissement de la ville par la construction d'une nouvelle fortification. Cette fois, la taille de la cité est alors plus que doublée et atteint 36 hectares. La nouvelle fortification vient encercler la ville existante et se prolonge sur les contreforts de la Bastille. Ces nouveaux quartiers forment alors une couronne autour du cœur médiéval. À la fin du XVIIe, le tissu urbain se prolonge de nouveau à l'ouest par l'extension de l'enceinte Créqui. Protégée contre les Savoyards, la ville accueille la caserne de Bonne, qui est construite pour accueillir de nouvelles troupes. À la fin du XVIIIe siècle, la ville s'étend alors sur 50 hectares et compte environ 20 000 habitants.
Ce siècle se termine par un événement, la journée des Tuiles. Les habitants de Grenoble se révoltent contre les ordres du roi de France. Le roi convoque alors les États généraux du Dauphiné, puis ceux du Royaume de France en 1789, marquant alors le début de la Révolution française. La fin très mouvementée de ce XVIIIe siècle augure une nouvelle période haute en couleurs. Pour discuter des dynamiques urbaines des 19e et 20e siècles, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Gilles Novarina, ancien directeur de l'Institut d'urbanisme de Grenoble, mais surtout spécialiste de la planification urbaine. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors nous venons de l'entendre, l'histoire de Grenoble est faite de murailles et de fortifications. Au XIXe siècle, les fortifications continuent de s'étendre. L'enceinte Axo consolide le flanc sud, et à l'ouest, une nouvelle fortification court jusqu'au Drac. Alors comment la ville se développe-t-elle autour de ces fortifications, Gilles ? Alors, la ville se développe d'abord parce qu'il y a une nouvelle phase d'industrialisation qui arrive, qui est liée à l'hydroélectricité, et donc cette phase nouvelle de développement économique amène une croissance forte de la population. La population double entre 1850 et 1900, et aussi une prospérité économique importante. Donc il y a un besoin d'urbanisation, et on va casser l'enceinte ouest pour la repousser jusqu'au Drac et jusqu'au sud, et le territoire de la ville va tripler d'importance. Et donc c'est dans ce nouveau territoire que le maire, qui s'appelle Édouard Rey, qui est un maire républicain, progressiste, va lancer un important programme d'urbanisation qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers haussmanniens de Grenoble, autour de la place Victor Hugo et des grands axes que sont Aigues-de-Samba et Gambetta par exemple. Et donc c'est aujourd'hui sans doute un des patrimoines architectural et urbains les plus importants de Grenoble. Alors comment est-ce que se rejoignent ces deux villes, intramuros et extramuros ? À quoi est-ce que cela ressemble-t-il en termes de formes urbaines ? Alors, c'est assez difficile de voir le passage de la ville jusqu'à la fin du XVIIIe, qui est une ville très enserrée dans ses fortifications, assez dense, faite d'un bâti avec différents éléments. On voit des éléments de suture, par exemple, quand on passe doucement de la place Grenette en prenant Félix Poula et en allant vers Aigues-de-Samba, on s'aperçoit que on passe d'immeubles qui font 3-4 étages à des immeubles qui sont des immeubles construits en ciment moulé, notamment, qui sont des immeubles plus importants, plus décorés. Il y a un immeuble avec des éléphants qui est assez célèbre. Il y a un immeuble avec des griffons qui fait l'angle de Félix Poula et de Aigues-de-Samba. Et donc, il y a une espèce d'ensemble de bâtiments qui font la jointure entre la ville, disons, médiévale, ou la ville Renaissance et classique, et la ville haussmannienne du 19e. Et quelles sont les activités de Grenoble à ce moment-là ? Alors, Grenoble a une activité qui est une activité plus ancienne qu'à la ganterie, qui était implantée, par exemple, autour de la place Notre-Dame, dans le quartier Brocherie-Chaunoise, par exemple, ou le quartier Trécloître. Et les nouvelles activités qui se développent sont des activités qui soit sont liées à l'hydroélectricité, donc la fabrication de turbines, Bouchaillet-Vialet, et on connaît tous le Bouchaillet-Vialet fait par Eiffel. Et par ailleurs, les développements des industries, plutôt en dehors de Grenoble, utilisent l'électricité, par exemple des industries métallurgiques, par exemple. Alors merci Gilles pour cette première partie de l'émission. Nous allons tout de suite écouter la première partie de Jour suivant, un morceau de Romain Barré Trio, un groupe de jazz de la région Rhône-Alpes qui s'est formé en 2010 et dont l'identité électrique, inspirée de rock, de jazz et de pop, n'est plus à prouver.
venez d'écouter Romain Barré-Trio, vous êtes bien sûr Campus Grenoble 90.8 et vous écoutez le premier numéro de Gracianopolis, l'émission sur la métropole grenobloise. Avec nous aujourd'hui, Gilles Novarina. Alors nous discutions avant la pause des formes de développement urbain du 19e siècle. Au début du 20e siècle, les faubourgs des communes voisines apparaissent, Saint-Martin-d'Air, Fontaine, La Tronche et Saint-Martin-le-Vinoux. Grenoble, de son côté, continue d'occuper la plaine. Alors, comment ce développement urbain est-il planifié ? Alors donc la ville continue à croître. Grenoble atteint dans les années 30 autour de 100 000 habitants. Et donc il y a peu de planification urbaine entre la fin du 19e et des années 1920. Et en 1921, le maire Paul Mistral confie à Léon Josely, qui est un très prestigieux urbaniste à cette époque-là, qui a fait le plan de Barcelone après Cerda et le plan de Paris, la réalisation d'un premier plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension, qui est un très beau plan aquarellé, qui propose notamment la création des grands boulevards à Grenoble, avec toute une urbanisation le long des grands boulevards, donc Joffre, Foch et Joseph Vallier, et qui propose aussi un projet qui ne sera jamais réalisé, le déplacement de la gare qui est à l'ouest de la ville, la gare actuelle, dans le sud, et qui propose un plan sur l'ensemble de l'urbanisation de Grenoble, plus que des communes périphériques. Alors y a-t-il de nouvelles formes d'habitat qui émergent à cette période ? Alors Josely propose deux types d'habitat. Il propose, sur les grands boulevards, il propose de réaliser des hôtels particuliers qui sont des immeubles qui sont plutôt posés au milieu des îlots, donc un urbanisme assez aéré. Et il propose de réaliser dans les espaces qui sont immédiatement à l'extérieur des grands boulevards ou sur un quartier comme l'Île Verte, plutôt des lotissements de maisons individuelles. Pratiquement rien du plan sera réalisé, si ce n'est les tracés de voirie et d'espace public, donc les grands boulevards, le parc Paul Mistral, qui est lié à une exposition de l'hydroélectricité qui aura lieu à ce moment-là, et quelques tracés de lotissement radioconcentriques qu'on trouve sur l'île Verte ou dans le sud de l'agglomération. Et les immeubles qui vont correspondre à l'urbanisme des années 1920-1930 seront des immeubles qui ne correspondront pas à ce que voulait faire Josely, mais plus denses, construits à l'alignement, plus importants, et on en trouve quelques-uns très beaux sur les grands boulevards. Alors, à propos de cette exposition internationale là, qui a lieu dans le parc Paul Mistral, dans l'actuel parc Paul Mistral, est-ce que cet événement est un levier du développement urbain de Grenoble ou comment est-il un levier de ce développement urbain ? Cette exposition est une exposition qui met en scène les grandes qualités de l'industrie grenobloise, qui est très dynamique, autour de l'hydroélectricité. Et c'est un moment qui permet de montrer toute la réflexion urbanistique qu'il y a eu dans le cadre du plan. Et donc il y a quand même toute une série de constructions, notamment des constructions Josely qui existent dans le parc Paul Mistral. Elles ont toutes été démolies, sauf la tour Perret, qui est une des premières tours, ou la première tour en béton armé en France. Alors à l'après-guerre, le développement urbain se fait à l'ouest. Y a-t-il de nouveaux acteurs et quelles seraient les synergies de ce développement ? Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1950, en fait, il y a deux mouvements d'urbanisation. Tout de suite, à partir de 1950, il y a un processus de développement de la presqu'île scientifique qui est lié au fait que l'industrie grenobloise, qui depuis la fin du XIXe siècle a des relations étroites avec l'université, développe une série de laboratoires de recherche autour de la physique, autour d'un personnage important qui deviendra prix Nobel, qui est Louis Néel. Et donc c'est lui qui décide d'utiliser la presqu'île scientifique pour construire des centrales atomiques qui seront en fait la base du développement technologique de Grenoble dans les années 70-80. Donc à l'ouest, les activités économiques, et au sud commencent à se développer les premières implantations d'immeubles en copropriété privée, qui sont des bars assez médiocres, qui vont progressivement gagner tout le sud du territoire de Grenoble, et y compris les communes plutôt à l'ouest, Fontaine, et un peu au nord-ouest de Saint-Martin-le-Vinoux. Mais en 1960, il y a également l'implantation du campus universitaire sur la commune de Saint-Martin-d'Air. Cela reste une des seules opérations de l'agglomération sur le flanc est. Comment ce campus
inspiré des modèles américains, s'inscrit dans la dynamique urbaine. Est-ce que ça reste pas un îlot, un peu une zone monofonctionnelle dans la ville? Alors, l'histoire de l'université dans la ville à Grenoble est un peu plus complexe que ce que tu viens de dire. Le premier campus universitaire est un campus qui aurait dû être sur la colline du Rabot, et dont il y a 2 restes aujourd'hui malheureusement absolument dégradés et en plein déclin, qui sont l'ancien Institut de géographie alpine et l'Institut de l'Aumieux. Donc il aurait dû y avoir toute une urbanisation sur la colline qui était à l'initiative des acteurs locaux, notamment de Paul Merlin, qui était le patron de l'entreprise Merlin-Gérin, qui était président des associations des amis de l'université. Le campus est donc créé à l'initiative du gouvernement central, comme beaucoup d'autres campus, sur les communes de Saint-Martin-des-Réchières. Et contrairement à ce que tu dis, c'est pas un campus à l'américaine, parce que personne ne voulait que les étudiants vivent sur le campus, alors que aux États-Unis, les étudiants et les enseignants vivent sur le campus. Tout le monde était opposé à ça en France, parce qu'on pensait que ça entraînait de la ségrégation sociale. Et donc le campus est un parc d'activités universitaires, comme il y a des parcs d'activités industrielles ou technologiques. En 1968, ce sont les Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble. La ville change radicalement de visage pour cette occasion. Voici un montage de différents extraits d'archives de l'INA datant de cette période. De l'État, de la tribune officielle. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Ah voilà la plus belle réussite que la ville de Grenoble ait pu avoir. La nouvelle gare. Elle est belle, on dirait Orly, comme ça. Oui, elle est splendide. Quand même, pour les habitants de Grenoble, ça aura permis de moderniser la ville en peu de temps, dis donc. Ça donnait un coup de fouet au point de vue magasin, au point de vue bâtiment. Ils se sont vus en demeure de faire du modernisme quand même, parce que j'ai conduit des gens qui venaient de la région parisienne, ils m'ont dit à Grenoble, maintenant nous trouvons des magasins qui sont aussi jolis qu'à Paris. Si l'on pouvait encore douter de l'utilité des Jeux Olympiques, l'exemple de Grenoble suffirait à remettre les choses au point. La course contre la montre que vient de disputer et de gagner la capitale du Dauphiné lui a permis non seulement de combler son retard, mais de prendre 20 ans d'avance en matière d'urbanisme. Il n'y avait que des maraîchers dans le temps. Un peu plus loin, c'était l'emplacement de l'ancien aéroport. En moins de 2 ans, ça a tout disparu. C'est incroyable la vitesse à laquelle c'est une vraie champignonnière. La flamme olympique peut s'éteindre, il restera les réalisations. Maison de la culture, nouvel hôtel de ville, nouvel hôpital, nouvelle gare. Il restera aussi cet équipement sportif de premier ordre, ce stade de glace digne d'une métropole du futur, construit pour abriter les plus grandes confrontations internationales. Et puis Grenoble 68, ce fut le passage du noir et blanc à la couleur. La télé et les jeux se découvrent pour la toute première fois. Grenoble 68, le début d'une nouvelle ère de l'olympisme. C'était un montage d'extraits vidéo de l'INA. Vous écoutez toujours Gracianopolis, l'émission sur la métropole grenobloise de Campus Grenoble 90.8. Alors, Grenoble 68, le début d'une nouvelle ère pour l'olympisme, mais aussi pour la ville, Gilles Novarina ? Alors, les Jeux Olympiques ont été en fait un accélérateur de processus de modernisation de la ville qui était déjà largement à l'œuvre sur le point de vue économique, on l'a vu au préalable, et sur le plan urbain. Ça a simplement accéléré un phénomène de développement local qui existait déjà. Et les extraits sont très significatifs de l'ambiance de l'époque. Je rappelle quand même que peu après, il y a des événements de crise universitaire ou ouvrière qui montreraient les choses sous un autre jour et qui ont aussi lieu à Grenoble. Et donc, ça change beaucoup la ville, ça lui amène son réseau autoroutier, son réseau de voirie rapide urbaine, ça lui amène aussi un certain nombre d'équipements, cela a été dit, la maison de la culture, l'hôtel de ville par exemple, qui n'ont pas été cités, et ça lui amène aussi un certain nombre de premières réalisations urbanistiques, dont le village olympique ou le quartier Malherbe au sud de l'agglomération. Les Jeux Olympiques ont été préparés par le plan Bernard de 1963 à l'initiative d'un maire qui s'appelait Albert Michalon, qui était un maire de droite, qui sera remplacé en 65 par Hubert Dubedou. Et donc les Jeux Olympiques amorcent un nouveau développement de la ville sur le sud dans le cadre d'une opération qui est une opération plus
programmée, plus organisée qu'est la ZUP, et ça concerne aujourd'hui les quartiers du village olympique, de la Villeneuve, de Grenoble et de la Villeneuve des Chirolles. Alors parlons-en de cette ZUP, donc de cette zone à urbaniser en priorité. Que se passe-t-il sur le quartier de la Villeneuve et sur le sud de l'agglomération grenobloise à cette époque ? Alors, cela aussi était dit dans les extraits. C'était un ensemble de terrains relativement libres avec une ferme, la ferme de Prémol, dans laquelle il y a aujourd'hui une MJC, et puis un aérodrome qui a été déplacé. Donc, on a le développement d'un processus qui est celui qu'on trouve dans la plupart des grandes agglomérations françaises, très marqué par l'influence de la technocratie d'État, et très marqué aussi par l'influence du mouvement moderne dont Le Corbusier est un des représentants. Donc, le village olympique est un quartier moderne, par exemple. On peut dire la même chose du quartier des Essarts et Chirolles. Le quartier de la Villeneuve est un peu différent parce qu'il correspond à une évolution de l'urbanisme moderne portée par de jeunes architectes critiques de Le Corbusier qu'on appelle le Team 10. Et en fait, le plan de l'Arlequin est une espèce de décalque de plans qui ont été produits par les Smithson, qui sont 2 architectes britanniques, ou par Candilis à Toulouse, le Mirail, bien qu'on le présente toujours comme une espèce d'invention locale. Alors ensuite, dans les années 80, on revoit ce développement qui était alors au sud dans les années 60 se redévelopper vers l'ouest. Et la presqu'île et le quartier de la Gare font l'objet d'un redéveloppement à cette période-là. Alors, quelle est cette nouvelle dynamique et est-ce qu'elle répond à de nouveaux enjeux finalement ? Alors je voulais juste dire que entre la période de la Villeneuve et du village olympique et puis la période de l'urbanisation des années 1980, il y a quand même la réhabilitation, la restauration du centre-ville qui fait que les quartiers les plus anciens de Grenoble qui étaient excessivement dégradés changent d'image et changent de population. C'est un moment très important de la fin des années 70. Donc au début des années 80, un nouveau maire est élu, Alain Carignon, qui a laissé dans la mémoire populaire le fait qu'il était engagé dans différentes histoires de corruption, mais il a quand même une action urbanistique qu'on a tendance à oublier. Et donc il propose une nouvelle forme d'urbanisme, à l'initiative plutôt du secteur privé, et il propose de créer un quartier d'affaires à Europol, derrière la gare, et donc de relancer l'urbanisation de l'ouest de la ville. Je rappelle que Grenoble s'est développé soit à l'ouest, soit au sud au cours de l'histoire. Donc il propose de relancer cette urbanisation. Il fait un quartier qui est un quartier aussi assez classique qu'on trouve dans de nombreuses villes. Et en fait, ça amorce la réflexion sur le lien entre la presqu'île scientifique et la ville. Les années 80 sont également marquées par la remise en place du tramway. Quel est le rôle de ce nouveau réseau pour la rénovation urbaine des quartiers qu'il traverse et dans la mobilité des Grenoblois ? Alors, le projet de tramway a été préparé par la municipalité du Bedou juste avant 1983, donc avant que cette municipalité perde les élections. Alain Carignon a l'habilité politique, alors qu'il était plutôt élu par des gens qui étaient contre le tramway, d'organiser un référendum et de faire que le tramway va devenir un projet de tous les Grenoblois, parce qu'il est largement approuvé par les Grenoblois. Et en plus, il a, avec certains conseillers qui sont des urbanistes de la ville de Grenoble, l'intelligence de faire du tramway non plus un projet de transport, mais un projet de rénovation des espaces publics du centre-ville, et donc d'affirmation de la centralité de Grenoble. Et on peut voir que le long du tramway, à cette époque-là, il y a 2 projets excessivement importants. Le nouveau musée de peinture, d'une part, à l'est, et Europol, dont on a déjà parlé. Donc le tramway devient une espèce de lien entre différents grands projets urbains. Il modifie considérablement la pratique des espaces publics dans la ville et il permet en fait une reconquête de la ville-centre par les piétons. Alors avant de conclure, on a une dernière question, à savoir, qu'est-ce que pour vous la métropole grenobloise, Gilles Novarnet ? Qu'est-ce que cela représente-t-il ? Alors, on vient d'achever une recherche avec différents collègues de l'Institut d'urbanisme de Grenoble et de l'Institut de géographie alpine. Et en fait, on a intitulé un article à la suite de cette recherche qui s'appelle « La technopole qui se rêvait métropole ». Donc, quand même, les grandes métropoles sont des très grandes villes. On peut dire que Londres est une métropole, par exemple. C'est peut-être moins évident pour Paris, par exemple. Alors, Grenoble ou Lyon, c'est encore une catégorie de ville inférieure. Je pense que Grenoble est une ville internationale, avec une mixité de population, avec des gens qui viennent de l'extérieur, et elle est connue pour sa spécialisation scientifique. Et ça a été ce qui a fait aujourd'hui le développement de Grenoble. Je pense qu'aujourd'hui, Grenoble doit changer de cap.
la spécialisation scientifique, l'excellence scientifique ne suffit plus. Pour être métropole, il faut être en mesure de mettre ensemble des ingrédients qui sont des ingrédients différents. Donc, bien entendu, le développement technologique, sans doute la ville créative. Et la ville créative, c'est pas simplement les activités culturelles, c'est des activités culturelles branchées sur la société, branchées sur le développement économique. Une maison de la culture suffit pas. Il faut des activités de design, il faut des activités liées à la mode. Ils font des choses qui sont sur le web, par exemple, sur le design, le web design, par exemple. Et toutes ces choses-là manquent cruellement à Grenoble. Et je pense que le nouveau défi de Grenoble, c'est d'imaginer un développement économique, un développement social appuyé sur différentes choses, appuyé aussi sur la qualité de son environnement, sa liaison à la montagne qui n'existe pas aujourd'hui. On prend un téléphérique qui arrive en haut de la Bastille mais qui n'arrive nulle part. Il faudrait avoir des liens plus importants, peut-être par téléphérique, peut-être autrement, qui soit aussi capable d'imaginer qu'autour d'elle, elle a une agriculture qui peut fournir des produits de qualité, développer la restauration, imaginer toute une série d'activités par exemple, Zurich est connu pour des sacs qui sont faits avec les bâches de camions. Donc, imaginer ce type d'activité, c'est seulement à cette condition, si on arrive à mobiliser un certain nombre d'énergies créatrices dans la société civile, que Grenoble pourra devenir métropole. Alors, vous venez de nous décrire un éventuel beau futur pour Grenoble. Merci à vous d'être venu, Gilles Novarina, pour cette première émission. Merci à Sylvain et Yvan pour la technique. Et merci aux auditeurs. Nous espérons que vous serez nombreux à nous écouter au cours de la saison 2014-2015. Et rendez-vous pour la prochaine émission de Gratianopolis sur Campus Grenoble 90.8. Merci pour votre invitation et bonne chance. Merci Gilles Novarina. Il est un coin du vieux Grenoble où refleurissent les années, où l'on devine des carrosses et batteleurs sur le pavé.